Et si on découvrait qu'en Bretagne, il existe des forêts secrètes, construites à l'intérieur même des maisons? C'est ce qu'on explore aujourd'hui. Alors imaginez un peu la scène. On entre dans une maison du XVIe siècle et là, surprise, on tombe sur un atrium absolument stupéfiant, tout en bois sculpté qui s'élève sur plusieurs étages. C'est un peu comme si une forêt entière poussait vers le ciel à l'intérieur. Du coup, la question se pose, non? Qui a bien pu construire des structures aussi incroyables? Et surtout, dans quel but? Allez, première partie, on va d'abord se plonger dans ces merveilles architecturales cachées de Morlaix. Alors, ces maisons, on les trouve dans la ville de Morlaix. Et elles ont un nom bien particulier, les maisons à pont d'Alez. Ça veut dire littéralement maison à pont d'Alais. Bon, maintenant, passons à la deuxième partie et essayons de résoudre ce mystère. Qui étaient les bâtisseurs de ces drôles de maisons? Eh bien, les propriétaires, ce n'étaient ni des rois, ni des membres du clergé. C'était une classe sociale vraiment à part. Les nobles marchands des régions du Léon et du Trégor. En fait, ils fonctionnaient selon un concept assez fascinant qu'on appelait la noblesse suspendue. Et ça a complètement défini leur identité. Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Fin des années 1400, la guerre de Cent Ans se termine et plein de nobles sont sur la paille. Du coup, au milieu du XVe siècle, le duc de Bretagne leur donne une autorisation un peu spéciale, celle de faire du commerce pour se refaire. Et c'est comme ça qu'au XVIe et XVIIe siècle, on voit l'émergence de cette classe super riche des nobles marchands à Morlaix. Et il y a un détail, un truc vraiment fascinant sur leurs cheminées et leurs façades, qui raconte toute leur histoire, toute leur ambition. Voilà le truc. Ces marchands faisaient sculpter des écus, vous savez, les boucliers pour les armoiries, mais ils les laissaient vides, lisses. C'était une sorte de promesse, un espace réservé pour le jour où ils arrêteraient le commerce et pourraient enfin y graver leur blason. Sauf que les affaires marchaient tellement bien que la plupart d'entre eux n'ont jamais arrêté de commercer pour réclamer leur titre. Jamais. Ok, donc on a des maisons de marchands. Mais alors pourquoi ce design si grandiose, si peu conventionnel? On dirait de vrais palais. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Morlaix, c'était pas n'importe où. C'était le centre névralgique d'un commerce international super rentable, celui des toiles de lin qu'on appelait les craies et qui s'exportait dans toute l'Europe. Ces maisons, en fait, c'était bien plus que des habitations. C'était carrément des hôtels de luxe pour les acheteurs venus de partout. Le truc, c'est que les gros bateaux ne pouvaient pas arriver jusqu'au port. Donc les transactions prenaient des jours, voire des semaines, et il fallait bien loger ces riches clients étrangers. Du coup, les maisons étaient pensées comme des vitrines. Il fallait en mettre plein la vue pour impressionner les clients et s'assurer qu'ils payent. C'était à la fois une boutique, un entrepôt et une maison d'hôtes de luxe. Et cette coupe est géniale pour comprendre comment ça marchait. Au rez-de-chaussée, hop, l'espace commercial ouvert pour faire des affaires. Au centre, cette espèce de cour intérieure couverte, la lanterne, qui faisait entrer la lumière et permettait de circuler. Et puis, dans les étages, les appartements privés et les chambres pour les invités, tous connectés par ces fameuses galeries. Et c'est justement de là que vient le nom pont d'Alais. C'est du breton, pont d'Alais. Ce sont ces galeries en bois, ces passerelles qui traversent le vide au milieu de la maison pour relier l'avant et l'arrière. Quatrième partie, les secrets de la structure. Parce que construire ces tours de bois, c'était un sacré exploit technique pour l'époque. Imaginez un peu, toute la structure, tout ce qui tient debout, repose sur un unique et gigantesque poteau central en bois. Un seul poteau, qui faisait souvent entre 11 et 13 mètres de haut. Et le plus dingue, c'est la méthode de construction, qui est complètement contre-intuitive. D'abord, on dressait cet énorme poteau central. Ensuite, on construisait le tout dernier étage et le toit, tout en haut, autour du poteau. Et seulement après, on assemblait le reste de la maison, étage par étage, en descendant. Cette technique, de haut en bas, ça leur permettait de faire toutes les sculptures, tous les assemblages complexes directement sur place. C'est la preuve d'un savoir-faire absolument exceptionnel. Mais alors, si ces maisons étaient aussi incroyables, pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler aujourd'hui? Pourquoi ne sont-elles pas plus célèbres? La triste vérité, c'est qu'au XIXe et XXe siècle, beaucoup ont été rasés pour des projets d'urbanisme. Et puis, l'intérêt pour ce style a diminué, et des intérieurs d'une valeur inestimable ont été démantelés et vendus à des musées à l'étranger. C'est fou, non? Un de ces escaliers est au Victoria and Albert Museum à Londres, un autre à Saint-Louis aux États-Unis. Tout a commencé à l'époque napoléonienne, où des quartiers entiers ont été détruits. Puis au début des années 1900, on a carrément vendu des escaliers entiers. La prise de conscience n'est arrivée que très tard, dans les années 70-80. Heureusement, aujourd'hui, des efforts de restauration permettent de sauver ce qui reste. Et il y a encore des fragments cachés sur des façades modernes ou à l'intérieur de maisons privées. L'histoire de ces maisons à pont d'Alès, finalement, elle nous rappelle à quel point un patrimoine culturel unique peut disparaître vite. Et ça nous amène à nous demander quelles autres histoires, quelles autres merveilles se cachent encore derrière les murs des maisons qui nous entourent.